20h partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre grand journal. Kolo Koulibaly est absent ce soir. J'ai le plaisir de partager ce plateau avec Ahmed Silué. Ahmed, bonsoir. Bonsoir Marine Cognan, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque africaine de développement poursuit sa dynamique. Le vice-président de la République a reçu ce vendredi le président de l'institution financière panafricaine. Les échanges ont porté sur les performances de l'économie ivoirienne ainsi que sur les perspectives de la croissance. Les 6e journées nationales du service public se sont achevées ce vendredi après 4 jours d'activité. Panels, conférences et réflexions ont permis de mettre en lumière les réformes engagées pour améliorer la qualité des services publics. À la cérémonie de clôture, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué les innovations portées par le ministère de la fonction publique. Dans cette édition du Grand Journal, on évoquera la filière mangue qui projette des ambitions notables. Avec près de 40 000 tonnes exportées chaque année, la mangue ivoirienne confirme sa place de leader africain. Cette performance fait de la filière un important levier de création de richesses et d'emplois. Mais derrière ces résultats se cachent des défis liés à la qualité, à la compétitivité et à la valorisation de la production. Nous irons au cœur de ce secteur stratégique en quête de nouveaux relais de croissance. Et puis les célèbres repères comme à côté de la pharmacie ou derrière le Grand Manguier pourraient bientôt appartenir au passé dans le district d'Abidjan. Le projet d'adressage du district vient d'achever la cartographie complète de la capitale économique. Chaque rue, chaque avenue et chaque habitation dispose désormais d'une adresse officielle. Une transformation majeure qui modernise la ville et facilite l'accès aux services pour les populations. Et la diplomatie économique ouvre ce journal une audience entre le vice-président de la République et le président de la BAD. Une rencontre institutionnelle de haut niveau qui s'inscrit dans la consolidation des partenariats et la mise en œuvre de grands projets tels que le plan national de développement sur la période 2026-2030. Suivons le compte-rendu de cette audience avec Mahama Traoré. La Côte d'Ivoire, désormais classée parmi les pays à faible risque de surendettement selon le FMI, Fonds monétaire international, et la Banque mondiale. Un sujet d'actualité évoqué ce vendredi par le vice-président de la République, Timoko Meïle Koné, et le président du groupe de la Banque africaine de développement BAD, Sidi Ould Tah. La Côte d'Ivoire est en train de mettre en œuvre des réformes audacieuses qui ont donné leurs fruits. Et aujourd'hui, nous sommes tous très fiers des excellentes performances de la Côte d'Ivoire et de la qualité de l'investissement public dans ce pays. Autre sujet d'actualité abordé par les deux personnalités, la tenue prochaine du groupe consultatif visant à mobiliser les financements pour la mise en œuvre du plan national de développement 2026-2030. Le groupe de la Banque africaine de développement compte jouer un rôle prépondérant dans la mobilisation des ressources pour le financement du PND. Sidi Ould Tah dit avoir également abordé avec le vice-président ivoirien la nouvelle architecture financière africaine pour le développement, NAFAD, et surtout la mise en place du mécanisme panafricain de garantie à travers la recapitalisation de l'Agence africaine d'assurance, d'investissement et de développement, ATIDI, organisme dont est membre la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la BAD, aussi actionnaire à l'ATIDI, vient de multiplier par 5 sa participation au capital social. Former, accompagner, offrir une véritable chance aux jeunes vulnérables, c'est le pari que relève depuis 40 ans l'action sociale en milieu urbain, en abrégé ASMU. À l'occasion de ce quarantenaire, 141 apprentis ont reçu leur certificat de fin de formation et des équipements professionnels. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, venu réaffirmer l'engagement du gouvernement en faveur de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Jean-Luc Bango, Adama Kéré. 40 ans d'engagement au service des jeunes les plus vulnérables. L'action sociale en milieu urbain célèbre 4 décennies d'existence en honorant une nouvelle promotion de 141 apprentis, désormais mieux armés pour intégrer le monde du travail. Aucun jeune ne doit être condamné par l'échec scolaire, la pauvreté ou l'exclusion. Ce certificat n'est pas une fin, il est un commencement. Vous êtes les ambassadeurs de l'ASMU et les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire du demain. Partenaires de cette initiative, les acteurs du secteur privé ont salué un modèle qui allie formation, dignité et autonomie. Au-delà des certificats et du matériel, vous vendez une vision, vous vendez de l'espoir, de la reconstruction. À la Fondation CIFCA, nous sommes convaincus que chaque jeune mérite une chance de révéler son potentiel.
essentiel. Président de la cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a félicité les bénéficiaires et les a exhortés à transformer les compétences acquises en opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat. Vos diplômes sont notre fierté parce qu'au quotidien, vous vivez avec nous dans une proximité que seuls savent voir ceux dont les yeux comprennent la beauté des métiers que nous embrassons. Ayez confiance en vous parce que nous avons confiance en vous. Créé en 1985 par le CIRAP, le Centre de recherche et d'action pour la paix, ce programme a déjà permis à des milliers de jeunes déscolarisés ou sans emploi d'apprendre un métier, de bénéficier d'un accompagnement et de démarrer une activité génératrice de revenus. Les 6e journées nationales du service public se sont achevées aujourd'hui. L'administration ivoirienne a eu 4 jours pour repenser l'État au service du citoyen usager. Panels, débats et activités scientifiques ont permis d'aborder les défis et perspectives de réforme. Et l'objectif affiché est de bâtir une administration plus efficace et plus accessible. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé, à la cérémonie de clôture, a salué les efforts de transformation de ce secteur en cours, encouragé aussi la poursuite des innovations dans le service public ivoirien. Le reportage de Franck Quadio et Adama Kéré. 4 jours de réflexion autour d'un thème, ensemble bâtissons un service public ami du citoyen. Et l'acte final en présence des plus hautes autorités du pays. Cette 6e édition des Journées nationales du service public s'est voulu le cadre pratique d'une meilleure interaction entre l'administration publique et l'usager client. Ces Journées nationales du service public n'ont pas été un simple rendez-vous institutionnel. Elles ont constitué un véritable moment de réflexion et de co-construction entre l'administration, les partenaires sociaux, les experts, les élus, les organisations de la société civile et les citoyens. Conférences, panels, journées portes ouvertes, toutes les régions administratives du pays mobilisées, comme l'illustre bien ces remises de trophées pour des activités ludiques et sportives de bonne loi. Car selon l'autorité de tutelle, Andésiré Oloto, les GNSP 2026 ont atteint leur objectif. Il s'agissait de revisiter le chemin parcouru, d'évaluer aujourd'hui et de relever les points d'attention afin de penser l'administration et le service public de demain. À la ministre d'État donc de se projeter sur une édition prochaine plus dynamique, au cours de laquelle les administrations communiqueront davantage sur les résultats concrets réalisés au cours de l'année. Le chef du gouvernement valide toutes ces bonnes dispositions qui traduisent la volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. C'est pourquoi le gouvernement poursuit avec détermination les réformes engagées pour moderniser l'administration, accélérer la digitalisation des services, renforcer la transparence et développer les compétences des agents, ainsi qu'améliorer leurs conditions de travail. Les réflexions de ces journées, ajoute Robert Begré-Mambé, seront capitalisées. Les recommandations formulées au cours de ces journées doivent désormais se traduire en résultats concrets et perceptibles pour nos concitoyens. Chaque engagement pris ici engage notre crédibilité collective. L'heure est alors à l'action. Point d'orgue, plusieurs distinctions de personnalités, de membres du gouvernement ainsi que des autorités administratives, sans oublier cette once de réconfort, une giga tombola qui a vu un enseignant à la retraite bénéficier d'une villa de plusieurs pièces. Et dans les grands formats, à présent, focus sur la filière mangue au Côte d'Ivoire, un secteur agricole aux ambitions mondiales, mais encore en quête d'équilibre à Mathilde. Ce sont 40 000 tonnes exportées pour une production de plus de 150 000 tonnes et une couronne de champions africains à défendre. La mangue ivoirienne n'est plus un simple fruit de saison, c'est un levier économique stratégique. Mais derrière cette vitrine étincelante se cachent des défis majeurs qui grippent la filière. Lesquels? Quelles solutions pour garantir une qualité optimale et un meilleur rendement aux acteurs locaux? Voyage au cœur d'un secteur en quête d'équilibre et de gloire internationale. Un dossier signé Fatou Fofana, Yacouba Traoré et Ulrika Dangon. C'est la saison des mangues. Dans le Grand Nord ivoirien, principale zone productrice, c'est toute une filière qui s'anime.
Les techniciens, des professionnels formés à la cueillette des fruits presque à maturité, qui, pour être parfaits, doivent être rattrapés en plein vol. Si la mangue est en haut, le bois ne peut pas couper. Donc il faut que quelqu'un monte jusqu'à toucher la mangue pour couper. Et puis il donne à celui d'en bas pour attraper, de ne pas que ça tombe sur la terre. Même si c'est tombé un peu, c'est foutu. Des hectares de pieds, tous en pleine production. Les manguiers ploient sous le poids des fruits. Avant de récolter la mangue, nous recevons des formations avec Verger du Nord. Alors ça fonctionne de ça, quand on arrive au champ, les coupeurs même savent que cette mangue-là peut aller à l'usine ou pas. Pour cette mangue, par exemple, avec une très belle couleur qui attire l'œil du profane, eh bien, le producteur décèle tout de suite des anomalies qui la rendent inéligible à l'exportation. Elle a été piquée. La partie que j'entoure là, c'est là-bas la piqûre a eu lieu. Et si vous la coupez actuellement, vous pourrez peut-être avoir de la lave à l'intérieur. Aussi, on ne peut pas l'exporter parce que la maturité est déjà avancée. Ce qui est recommandé, c'est le jaune beurre. Par campagne, ce producteur sort de sa plantation 35 à 40 tonnes de mangue destinées au marché européen. À côté de la Kent majoritairement produite pour l'exportation, la Kate ivoirienne se fraye un chemin et se fait connaître grâce notamment à sa belle couleur et à son goût particulièrement sucré. Ce producteur en a pour 25% sur ses 352 hectares de mangue. C'est une variété qui n'a pas été très développée ici. La Kate est surtout connue dans les pays comme le Brésil, la République dominicaine, Porto Rico. La grande différence pour nous, c'est la coloration. Nos Kates sont particulièrement colorées. Du point de vue, disons, l'aspect gustatif, également, elles sont très prisées. Au sortir des champs, les mangues répondant aux critères d'exportation, soigneusement sélectionnées, sont acheminées vers les centres de traitement et de conditionnement. Pour y avoir accès, un strict protocole d'hygiène. Une fois sur place, chaque cargaison de mangue est soumise à une série de tests. Les 5 premiers fruits que j'ai prélevés tout à l'heure, j'étais en train de couper. D'abord, j'ai coupé pour voir la coloration. Après la coloration, je casse jusqu'au noyau parce qu'il y a une maladie à l'intérieur de la mangue qu'on appelle le charançon du noyau. J'étale légèrement pour voir la pression. Un processus de sélection rigoureux qui ne laisse passer aucune imperfection. C'est de l'eau de ville. Ça sert à nettoyer un peu la sève, à nettoyer la mangue. On arrive ici au premier tri. Regardez ça. Avec ça coup de soleil, ça ne peut pas passer. Ici, le deuxième tri. Il y a des mangues qui peuvent échapper au premier contrôle. Et ici, elles sont censées enlever ces mangues-là. Ici, c'est le traitement post-récolte. On traite la mangue contre certaines maladies, telles que l'anthracnose. Après le traitement, ici, c'est le séchage. La star du jour bénéficie même d'un soin de beauté, le lustrage, une étape pour faire briller la mangue afin de la présenter sous son plus beau jour. Au bout de la chaîne, un dernier contrôle fait par les agents du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Cette partie-là, il faut couper pour déterminer si la mangue elle ne présente pas de nez mou. La seconde étape, il faut extraire le noyau. Je vais voir l'état phytosanitaire du noyau. Je regarde tout le contour de la mangue, s'il n'y a pas de piqûres, de mouches. Sur une campagne, un centre comme celui-ci conditionne et exporte 1000 à 1200 tonnes de mangue. Au niveau national, ce sont 35 à 40 000 tonnes qui sont exportées chaque année vers des pays comme la France, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Espagne. À côté de cela, nous avons aussi la transformation locale qui, elle, prend en compte une bonne part des fruits qui ne sont pas destinés à l'exportation. Confiture, jus, mangue séchée. Cette unité de séchage de Ferkessédougou, par exemple, produit chaque jour 12 tonnes de lamelles de mangue séchée. Le reste de la production nationale est reversé sur les marchés et supermarchés locaux. Dans cet hypermarché de la commune de Cocody, c'est la foire aux mangues. Nous avons du flan parisien fait à base de mangue. Nous avons aussi les tartes exotiques fait à base de mangue. Nous avons aussi le gros gâteau d'anniversaire fait à base de purée de mangue. Le rayon pâtisserie n'est pas le seul à passer à la saveur mangue. On a un grand bar à salade où la mangue est un peu représentée dans toutes les assiettes.
Si on a des queues de bœuf aux élus, avec des dés de mangue à l'intérieur, il faut faire une fusion du salé et du sucré. On a des pizzas à la mangue. Mais à côté de tout cet écosystème, les acteurs de la filière mangue se disent confrontés à des difficultés importantes, impactant fortement leur rendement. Cette année, il y en a une façon même des maladies. Quand on coupe le cos qui est dedans, là, tu vas trouver une bête dedans au milieu. Quand on voit ça dans ta mangue, donc on rejette. Et donc c'est ce qu'on appelle ici, qui fait ravage dans les plantations, la bactériose. Donc ça atteint vraiment, et puis en plus l'anthracnose. Mais si vous avez les équipements pour les traitements, alors là, vous pouvez vraiment vous tirer d'affaire. Mais ça requiert un investissement important. Si vous ne traitez pas, vous risquez de perdre 80% de la production. De la plantation à l'exportation, la mangue ivoirienne trace son chemin vers les marchés internationaux. Premier exportateur africain et troisième fournisseur du marché européen, la Côte d'Ivoire produit plus de 150 000 tonnes de mangue par an. Derrière chaque fruit, il y a l'espoir d'une filière mieux structurée, plus rentable et plus équitable pour ceux qui la font vivre. Voilà, la mangue, plus qu'un simple fruit rempli de douceur, c'est un véritable levier économique stratégique pour la Côte d'Ivoire. Et pour en parler plus largement, nous recevons sur ce plateau M. Pascal Nambélé-Silué, président de l'Intermangue, la filière mangue de Côte d'Ivoire. Bonsoir, M. Silué. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. Alors, la mangue en Côte d'Ivoire, c'est la saison et on en parle aisément, on adore tous la mangue. Qu'est-ce que ça représente pour la Côte d'Ivoire ? La mangue représente autour de 6 000 producteurs qui s'acharnent à produire pour un chiffre d'affaires qui va au-delà de 7 milliards. Mais j'avoue qu'on pourrait aller beaucoup plus si toutes les conditions étaient réunies et s'il y avait des soutiens, bien qu'il y en ait déjà, des soutiens encore plus forts pour aider la filière. Alors, ce reportage a évoqué un point assez important. On a plus de 150 000 tonnes de mangue récoltées chaque année, 40 000 exportées. Il y a un gap de 110 000 tonnes qui reste sur le territoire ivoirien. Qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, si 150 000, 180 000, ça dépend. Il faut dire franchement ce qui est. Et on aimerait effectivement qu'on ait, à un moment donné, de l'évolution de notre filière, qu'on ait des chiffres beaucoup plus actualisés. Donc, quand on dit 150 000 tonnes, 40 000 tonnes exportées vers l'Europe. Mais également, il y a le Moyen-Orient, il y a la sous-région qui n'a pas forcément été prise en compte. Donc, on peut estimer peut-être qu'on exporte autour de 60 000 tonnes. Et ceci dit, il y a également la consommation locale. Il faut dire que le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire a souvent aidé la filière, même si on trouve qu'il y a toujours encore à faire. Mais je veux dire que ça a aidé. Quand on dit 30% de pertes, je pense que ça doit dater. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait 30% de pertes, mais on devrait avoir un peu moins. Mais encore, il y a toujours des pertes qui sont liées à la non-maîtrise de la culture du manguier. D'accord. 30% de pertes, vous l'avez dit au moins. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une politique pour permettre à ce que ces mangues qui sont perdues soit par non-maîtrise de la culture ou bien carrément par non-vente, on puisse les transformer ou bien les remettre sur le marché pour permettre aux producteurs de pouvoir en profiter économiquement? Effectivement, aujourd'hui, c'est une solution. C'est une solution de transformer, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne transforme pas parce qu'il y a des pertes. La transformation peut être également un autre outil de commercialisation, tout comme la vente de mangue en frais. On peut transformer également pour gagner de l'argent, pour faire vivre la filière. C'est une solution qu'on trouve, mais je trouve que ce n'est pas forcément l'idée que nous faisons de la culture du manguier, parce qu'il y a des pertes qu'on fait la transformation. On doit faire la transformation parce que ça vaut le coup de faire la transformation, parce que la transformation, c'est une valeur ajoutée, ça augmente les revenus des producteurs, parce qu'à la fin de la journée, c'est le producteur qui pourra vendre aussi bien sur le marché en frais, que ce soit à l'exportation européenne ou à l'exportation africaine. Il peut vendre également ces mangues sur le marché national, parce que nous sommes de gros consommateurs de mangue en Côte d'Ivoire. Il peut également vendre la mangue sur le marché régional ou sur-régional, et également la transformer.
Un autre volet de ma question, c'est de savoir, est-ce que ce n'est pas par manque de variété de transformation qu'on a des mangues qui pourrissent à 30%? On pourrait par exemple faire de la confiture avec la mangue et d'autres produits, mais on a pu voir dans ce reportage qu'on a la mangue séchée, mais pas d'autres variétés de produits transformés. Il faut bien comprendre quand on parle de transformation, parce qu'on transforme pour un marché. Vous voyez, le marché de la mangue séchée est un marché qui est prisé. En Europe et également, il commence à l'être ici en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. On transforme pour pouvoir vendre, sinon on rentre dans la situation où on transforme et encore on a un produit transformé sous la main. Ça, c'est très dangereux parce que la confiture, je ne pense pas qu'en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, qu'on soit vraiment très adepte à consommer la consommateur de confiture. C'est une possibilité, c'est un dérivé qu'on peut exploiter, mais je pense que le grand focus devrait être dans la transformation en mangue séchée, en purée, en dérivés, en jus et autres. Donc ça, c'est des possibilités qu'il faut promouvoir. Mais pour cela, il faut bien soutenir la mangue, le manguier, et surtout la culture de la mangue à la base. C'est-à-dire si à la maîtrise de la culture, ça veut dire si on sait lutter contre les maladies et les problèmes de ravageurs du manguier, la production va se consolider et elle-même va augmenter, voire doubler, tripler. Une fois qu'elle double et triple, on pourra facilement la transformer en partie, la commercialiser en frais également. Je pense que vous êtes bien placé en tant que président de l'Intermangue pour nous donner quelques points d'avancement au niveau des perspectives donc, de la filière pour la maîtrise de la culture et également de futures stratégies pour la durabilité du produit. Effectivement, c'est un gros défi que nous devons relever. Je ne dirais même pas un problème, parce qu'un problème, c'est écrasant, c'est étouffant. Mais nous, on voit ça comme un défi que nous devons relever pour pouvoir maintenir notre position de leader de la mangue ouest-africaine en Europe, parce que l'Europe constitue 95% de notre marché, ce n'est pas négligeable. C'est une possibilité de commercialiser, de vendre la marchandise de Côte d'Ivoire. Mais effectivement, il faut, comme je le dis, il faut revenir à maîtriser le vivier manguier par effectivement des actions qu'on pourrait, venant des acteurs eux-mêmes, mais également l'État doit nous aider dans la mesure de ses possibilités à consolider les acquis que nous avons déjà dans la maîtrise de la culture. Mais ce n'est pas suffisant à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on demande que l'État regarde la possibilité de ne pas nous laisser échouer sur le marché européen. Je crois bien que les acteurs, en tout cas, à même de pouvoir répondre à vos préoccupations, ont bien entendu votre cri ce soir. Monsieur Pascal Nambelesini-Silué, merci d'avoir été sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'Intermangue, la filière mangue en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous parlions de la conquête mondiale de ce fruit si doux, la mangue, et des réalités également de la filière dans notre pays. Ahmed. Merci. Nous bifurquons vers un autre sujet à présent. À Abidjan, une petite révolution est en marche. Elle vient transfigurer les repères du quotidien qui ont depuis toujours remplacé les véritables adresses, n'est-ce pas Marine? Oui, alors après plusieurs années à mettre Silué, plus des travaux, le projet d'adressage du district d'Abidjan est une réalité. Les rues portent désormais des noms, les bâtiments sont numérotés. Les habitants d'Abidjan disposent progressivement d'une adresse normalisée. Un projet bien ambitieux qui modernise Abidjan et facilite les déplacements et améliore même les services publics et privés. Des changements que rapportent Axel Tano et Abdoulaziz Gagno. J'y arrive, on regarde. À chaque intervention, chaque minute compte. Vous êtes à la pharmacie Phoenix ou bien vous êtes à PMU? Donc après PMU, direction de pharmacie Phoenix, c'est ça? Pour les pompiers, localiser rapidement une adresse peut faire la différence. Le projet d'adressage du district d'Abidjan, c'est un outil stratégique opérationnel. Il permet d'avoir une localisation précise et rapide des sinistres. Nous sommes encore en phase d'appropriation, donc il n'est pas encore intégré complètement dans notre processus. Un outil qui facilite les interventions. Encore faut-il que les populations sachent correctement s'en servir. Vous arrivez au terrain, là, juste après le terrain, il y a un carrefour là. C'est là que nous sommes. À Yopougon, repères visuels et commerces de proximité continuent de servir de boussole.
Un langage parfois insuffisant pour les services de livraison. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Il y en a qui ne sont pas encore habitués et vous savez que ce n'est pas tout le monde qui maîtrise un peu la géolocalisation. Voilà, donc ceux qui sont habitués, ceux qui ne s'y connaissent pas, ils se réfèrent à l'ancien repère. Or, quand c'est comme ça, ça nous pose problème parce que le GPS nous indique le nouveau projet de dressage. Je ne sais pas à quoi ça sert ces numéros. Vous voyez un peu, si on peut nous expliquer aussi, ce n'est pas mauvais. C'est quand je suis sorti que j'ai remarqué que j'avais des numéros sur les maisons. À quoi ça sert? Bon, je ne sais pas. À Treichville également, les habitudes dans la vie dure. Bonjour monsieur. Bonjour. Je cherche le feu de Kakomia. Kakomia, tu vois la ruelle là. Tu prends tout droit, tu vas voir une grande voie. Dès que tu sors sur la grande voie nette, tu regardes juste à ta droite, tu vas voir. Si par exemple je suis à l'avenue 2, que je demande Gabriel Dadier, ça sera difficile. Avec le numéro, ça passe. Ici, par exemple, à Treichville, on ne peut pas se perdre. Au plateau, pareil. Aujourd'hui, à Yopougon, à Bobo, dans certaines communes, on est en train de voir un peu rue étant, avenue étant. Bon, on souhaiterait que les populations puissent facilement se retrouver. La question de l'adressage devient un enjeu majeur de développement urbain. Pour y répondre, l'État de Côte d'Ivoire redessine la carte mémorielle de la ville à travers le PADA, projet d'adressage du district d'Abidjan. Pour faire la sélection des noms, nous avons enquêté près de 14 200 personnes. Il est apparu que pour les boulevards, ce sont les noms de personnalités, de très hautes personnalités de la Côte d'Ivoire qui doivent figurer sur les boulevards. Et pour les avenues également, ce sont les personnes que les présidents d'institutions et au niveau des rues, vous pouvez le constater, les populations ont suggéré que ce sont les personnes qui ont plus ou moins marqué la commune. Donc dans le cas de la rue que vous voyez ici, la rue du docteur Maïmouna Ba, par exemple, c'est une personnalité qui a marqué le domaine de la pharmacie à Cocody. Pour comprendre votre adresse géographique, voici la clé. Prenons le cas de cette maison. 271 est la distance en mètres entre l'entrée de l'unité d'occupation et l'origine de la voie passant devant le bâtiment. Vanier-Bitra est le nom de la voie sur laquelle se trouve l'unité d'occupation. 002 est le code du département d'Abidjan. 16 est le code de la commune de Marcory. Aujourd'hui, l'ensemble des voies des 5 zones du district d'Abidjan a été dénommé et validé. Lambert Yapi, ancien maire de Tiasalé, est l'une de ces figures marquantes. À Cocody, les 2 plateaux, cette rue porte désormais son nom. Très étonné que ma modeste personne ait bénéficié de cette rue prestigieuse. Pendant longtemps, Abidjan s'est raconté à travers des repères informels. Aujourd'hui, elle parle le langage des grandes métropoles, plus lisible, plus efficace et surtout mieux organisée. Le projet d'adressage des rues de la ville d'Abidjan, nous recevons sur ce plateau M. Alphonse Nguesson, directeur de l'adressage au ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie. Monsieur Nguesson, bonsoir, bienvenue sur ce plateau du Grand Journal. Alors, on l'a vu dans ce reportage que c'est un projet bien ambitieux qui arrive à son terme dans le district d'Abidjan, le plan d'adressage qui a carrément modifié le système de localisation dans le district. Quel bilan concret? Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Alphonse Nguesson. Merci bien pour l'opportunité que vous nous offrez. Commencez par saluer les autorités de la RTI, au nom de monsieur le ministre de la Construction, de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie. Il faut indiquer que circuler à Abidjan, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, était une activité assez difficile depuis un certain nombre d'années. Et donc, pour moderniser cela, le gouvernement a pris le pari de mettre le repérage, la circulation au niveau de la Côte d'Ivoire, en commençant par Abidjan, aux standards internationaux. Et donc, le projet d'adressage du district d'Abidjan a été initié avec un appui de la Banque mondiale. Il s'agissait, à travers ce projet-là, de faciliter la circulation sur les territoires et permettre l'amélioration
des ressources fiscales, l'amélioration de la circulation sur le territoire. Et au thème des activités qui ont été réalisées, nous estimons qu'à ce stade, le projet est globalement achevé. Et donc, avec les questions tout à l'heure, nous allons rentrer dans les détails. Globalement achevé avec un satisfecit, les objectifs ont été atteints? Les objectifs sont globalement atteints parce que nous sommes à un taux de couverture en termes d'adressage sur Abidjan d'un peu plus de 90%. C'est au total plus de 400 000 unités d'occupation qui ont été adressées. C'est-à-dire, il faut entendre par unité d'occupation tout ce qui est activité, habitation, commerce, qui ont été recensés, adressés, à qui on a donné une adresse. C'est également un peu plus de 14 000 voies qui ont été dénombrées, dénommées, parmi lesquelles nous pouvons indiquer qu'il y a 35 boulevards, 210 avenues, et puis le résiduel, pour l'essentiel, ce sont des rues de nos quartiers. Et tout cela a été adressé. Toutes ces informations ont été transmises aux plus grandes plateformes de navigation, notamment, je ne voudrais pas faire de publicité, mais c'était Google, dans lesquelles aujourd'hui, toutes ces informations y sont et qui permettent de circuler et de se repérer plus facilement sur nos territoires. En plus, nous avons, pour la pérennisation du projet et l'extension sur l'ensemble du territoire national, nous avons bâti un code postal aux standards internationaux basés sur les référentiels de l'Union postale universelle. Alphonse Nguessan, nous avons plusieurs types de plaques, on a pu le voir au travers des images. On a la plaque bleue, on a la plaque verte et la plaque orange. À quoi correspondent-elles exactement? Et ces plaques sont dites intelligentes. Pourquoi? Et dans le cas du projet d'adressage de la Côte d'Ivoire, désormais sur les territoires urbains, il faut noter 3 catégories de voies. Il y a les boulevards, qui sont les voies les plus structurantes. À côté des boulevards, nous avons les avenues. Et puis les rues, avec toutes les déclinaisons d'impasses et tout. Et donc, lorsque nous parlons des plaques intelligentes, déjà par la couleur de la plaque, nous savons sur quelle catégorie de voies nous sommes. Tous les boulevards en Côte d'Ivoire, dorénavant, seront de couleur orange. Donc, lorsque nous sommes sur une voie où nous voyons une plaque orange, nous savons que nous sommes sur une voie à circulation très rapide. Sur les avenues, qui sont des voies également de circulation rapide, mais un peu moins, nous avons des plaques de couleur verte. Et puis, dans les rues de nos quartiers, lorsque nous verrons une plaque de couleur bleue, nous saurons que nous sommes dans les rues de notre quartier. À côté de cela, nous avons intégré un code QR à l'intérieur de ces plaques. Le code QR qui permet de donner les informations aussi bien sur la voie sur laquelle nous sommes, l'histoire du toponyme qui est porté sur cette voie, c'est-à-dire le nom de la voie, à quoi ramène ce nom, toute la définition de ce nom y est également, et puis toutes les informations sur la voie, à savoir le linéaire de la voie, c'est-à-dire la longueur de la voie, les caractéristiques de la voie, et bien plus toutes les activités économiques et informations éventuelles qui pourraient être sur cette voie sont à l'intérieur de cette plaque, à l'intérieur de ce code. Et donc, lorsqu'on flash le code, on pourrait avoir ces différents types d'informations. Alors, M. Alphonse Nguessan, comme tout projet en Côte d'Ivoire, le projet PADA est forcément un levier économique pour notre pays. Alors, concrètement, quels bénéfices pour l'économie ivoirienne, pour les entreprises, ici et ailleurs? Les bénéfices sont énormes. Énormes parce qu'aujourd'hui, et je l'ai indiqué tout à l'heure, le projet d'ADESA devait permettre d'améliorer la gestion foncière et bien entendu fiscale. Mais à côté de cela, un des bénéfices que nous ne pouvons pas mesurer, c'est la facilitation de la circulation sur le territoire. Comprenez bien qu'en termes de protection civile, de protection sociale, aujourd'hui, lorsqu'il y a un sinistre quelque part, indiquer son adresse devient beaucoup plus facile et devrait permettre aux services de la protection civile de retrouver plus rapidement l'endroit où éventuellement ce sinistre a lieu. Éventuellement pour les SAMU, lorsqu'il y a un problème dans une habitation ou un malade est quelque part,
on peut indiquer son adresse de façon effective et puis la société SAMU pourrait arriver de façon un peu plus aisée sur ce territoire. Monsieur Alphonse Nguessan, les zones précaires ont-elles été prises en compte dans le projet d'adressage? Pour une question d'efficience des investissements qui sont réalisés, et les quartiers informels, donc par essence précaires, ont été, dans le cadre de ce projet d'adressage, ont été gelés. Nous n'intervenons pas dans les quartiers précaires, à l'exception des voies éventuellement structurées qui passent dans ces quartiers que nous adressons. Et au moment où ces quartiers vont faire l'objet d'assainissement, de modernisation, en ce moment, nous retournons dans ces quartiers pour faire l'adressage de ces quartiers. Mais dans le projet actuel, nous avons gelé les interventions dans ce type de quartier. Voilà, donc c'est un projet opérationnel qui a certainement un grand impact sur les habitudes des citoyens ivoiriens et aussi certainement des futurs touristes de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le gouvernement de Côte d'Ivoire est en train d'étendre le projet sur les villes de l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons fait l'adressage de 3 villes de l'intérieur, Yamoussoukro, Daloa et Korogo. Nous sommes en train de l'étendre sur les autres villes. Et donc, à l'horizon 2030, ça sera globalement un peu plus d'une quinzaine de villes du territoire national qui devraient renfermer plus de 90% de la population urbaine qui feront l'objet d'adressage. Merci, Monsieur Alphonse Nguessan. Merci d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'adressage au ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie en Côte d'Ivoire. Ensemble, nous parlions du projet PADA. C'est bien cela, Marine. Et si vos vacances prenaient vie quelque part ici en Côte d'Ivoire, formule sur mesure et tarifs attractifs, c'est le nouveau pari des agences de voyage, une stratégie offensive qui démocratise enfin le tourisme local, autrefois réservé à une élite. L'idée est faire découvrir les joyaux de notre pays à toute personne qui en est désireuse. Vivez cette expérience unique avec un groupe de touristes. Ils ont quitté Abidjan pour s'offrir les plages de rêve de San Pedro et de Grand Bérébi. Une immersion signée Axel Tano et Ibrahim Touré. Longtemps considéré comme un luxe, le tourisme se démocratise progressivement en Côte d'Ivoire. Pour attirer une classe moyenne plus sensible au prix, les agences repensent leur modèle économique pour proposer des tarifs de plus en plus bas. Mais comment parviennent-elles à rester rentables? Aux premières heures de la matinée, nous retrouvons Maï, directrice d'une agence de voyage en plein cœur d'Abidjan. Ici, on ne vend pas seulement des billets, on propose des circuits adaptés aux clients, mais aussi à son portefeuille. Des offres prisées en cette période de basse saison où la pluie impose son dictat. Nous faisons des offres à la carte, donc en fonction du besoin du client, de son budget et de ce qu'il souhaite faire, nous lui faisons des propositions. Avant, ce qui se passait en général, les gens associaient le tourisme et le voyage à sortir du pays. Mais de plus en plus, les Ivoiriens veulent connaître la Côte d'Ivoire. Justement, c'est un de ces week-ends clés en main qui attend ses agents d'une même entreprise dans la cité balnéaire de San Pedro. Pour 400 000 francs CFA par personne, transport, hôtel 3 étoiles et visite de sites touristiques, tout le circuit est planifié à l'avance par l'agence. Mais pour avoir choisi la formule de groupe, ils n'auront à payer que 200 000 francs CFA par participant. On veut vraiment profiter de tout ce que les plages, de tout ce que la nature a à nous donner. Donc on espère que ce week-end-là sera plus que glorieux. Le trajet sera pour nous aussi une belle découverte de notre pays. Le convoi quitte Abidjan et son trafic dense pour emprunter la côtière qui laisse découvrir des paysages à couper le souffle. Réhabilitée et mise en service en 2023, cette infrastructure a renforcé l'attractivité du sud-ouest ivoirien. Après environ 333 km, nous voici à San Pedro. Le petit groupe retrouve les autres membres de l'entreprise déjà sur les lieux. Sur place, c'est Stéphane qui prend le relais. Lorsque vous êtes partenaire avec un hôtelier ou encore un locataire de véhicules, vous avez des tarifs beaucoup plus abordables. Donc vous pouvez proposer aussi à vos clients des packages qui ne feront pas très mal à leur poche. Ça descend bien. Cérémonie d'accueil traditionnelle et dégustation de trésors locaux, de quoi faire envie aux autres clients de l'hôtel, comme Karel, venu tout droit des États-Unis pour les vacances. Oh!
C'est beau ça. En attendant, nos touristes locaux s'accordent un répit avant le dîner. Quant à Stéphane, il passe en revue son dispositif. D'accord, oui, ça va. Donc on est là pour le checking. Hein. Ok, moi je suis le van. Et en cas d'annulation, il n'a pas à se soucier du remboursement. S'il m'appelle pour dire écoute, mes clients ne sont pas venus, il n'y a pas de problème, on sait comment ça s'arrange. Voilà, je lui restitue son argent. Ça, je le fais avec mes partenaires tels que les guides de la ville, c'est-à-dire que je le fais, sinon on ne fait pas ça à tous les clients. Sur le lieu du dîner, l'agence compose avec restaurateurs et traiteurs. La soirée bat son plein. Lorsque la pluie s'invite à la fête, mais pas question pour le chef et son équipe de compromettre le service, surtout que tout a déjà été payé à l'avance. Alors le service se passe très bien et quand il y a des choses qui manquent, moi je fais la navette entre la cuisine et le service ici. Au suivant. Au final, la bonne ambiance est maintenue jusqu'au bout de la soirée. Même le feu de bois semble jouer les prolongations. Lendemain matin, la pluie n'a visiblement pas altéré l'enthousiasme des clients de Stéphane. On est revenu tout trempé, mais nourri de beaux souvenirs. Prochaine étape du circuit, Grand Bérébi. À environ 52 km de San Pedro, l'excursion se fait au village de Néromer. Avant de venir ici, on appelle nos collaborateurs qui sont soit les fils du village, soit encore la mairie. Donc c'est une activité qui est en collaboration avec la mairie de Grand Bérébi. Là pour la balade en bateau, chaque personne doit payer normalement 5 000 francs. Mais étant donné que nous sommes en collaboration avec eux, on a des facilités. Donc au lieu de 5 000 francs, on paye un tout autre montant. Voilà. Non, on ne peut pas vous révéler. Ça révèle du secret professionnel. Entre les singes et l'embouchure du fleuve Nero sur l'Atlantique, les touristes sont séduits. Mais l'agence le sait, visiter Grand Bérébi sans voir les piscines naturelles de Tabaoulé laisserait un goût d'inachevé. D'autant plus que le site est gratuit. Le groupe se met alors en route et quand sonne enfin l'heure de cette découverte tant attendue, la nature oui, mais point de piscine à l'horizon. Un imprévu qui les conduit vers un autre site moins populaire, mais tout aussi enchanteur. Une entorse au programme qui va coûter une rallonge à l'agence, mais qui ravit les clients. Comme on dit, il faut consommer local et ivoirien. Et c'est vraiment l'endroit propice pour décompresser, réfléchir à ses besoins. De retour à San Pedro, le dîner de clôture est confié aux équipes de l'hôtel. Mais là encore, des grains de sable se mêlent à l'engrenage. Oh, c'est dû à certaines commandes qui ont été modifiées, mais où la modification n'est pas arrivée à notre niveau. Et en un temps record, l'agence reprend les choses en main. Plus de peur que de mal, on va dire. Donc je suis ravi et j'espère qu'on pourra continuer à proposer des services autant appréciés. Une mission assurée en dépit des difficultés, cet engagement des acteurs locaux, c'est le ferment de la politique du tourisme national à travers le programme Sublime Côte d'Ivoire. Pour l'année 2025, nous sommes à 8,7% du PIB ivoirien comme contribution du secteur du tourisme. Aujourd'hui, nous comptons plus de 1500 agents de voyage. En 2014, nous comptions que 11 agences de voyage. Donc il y a eu plus de 10 000% de taux de croissance de ce secteur en moins d'une génération. Donc cela dénote du dynamisme de l'économie du pays. Le secteur privé est le cœur de l'activité touristique. L'État ne fait que mettre en place l'écosystème pour accompagner le secteur privé. Donc pour les accompagner, il y a des leviers, il y a des structures qui sont mises en place. Notamment, on a un fonds de développement touristique qui accompagne, qui peut garantir les emprunts du secteur privé auprès des établissements financiers. Peu à peu, la Côte d'Ivoire redécouvre ses propres trésors et derrière chaque escapade réussie,
l'industrie du tourisme continue sa mutation. La preuve qu'il est possible de s'évader dans son pays sans se ruiner. On part à présent au Venezuela, hors de nos frontières, où le bilan provisoire des 2 séismes qui ont frappé le pays ce mercredi 24 juin continue d'augmenter à mesure que les recherches des survivants dans les décombres se poursuivent. Ce vendredi, la présidente Delcy Rodriguez a fait état d'au moins 920 morts. Les responsables humanitaires de l'ONU évoquent, eux, plus de 50 000 disparus. L'aide humanitaire internationale s'organise pour aider le Venezuela qui fait face à cette catastrophe d'une violence inouïe. L'actualité de la Coupe du Monde France-Norvège. Le match se déroule en ce moment et diffusé en direct sur RTI Play, La 3 et Radio Côte d'Ivoire. Un match décisif aussi pour le parcours des éléphants au Mondial 2026. Il détermine le futur adversaire de la Côte d'Ivoire en 16e de finale et le score actuel est de 3-1. En ce moment, il y a 2 hypothèses. Si la France perd ce match contre la Norvège, elle termine 2e de son groupe et affronte la Côte d'Ivoire en 16e de finale. Et en cas de victoire de la France, ce qui se dessine, ou d'un match nul, la Côte d'Ivoire affrontera la Norvège qui est aussi qualifiée pour ses 16e de finale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le 31 juillet prochain pour un prochain numéro du Grand Journal. À très bientôt.